Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Nous poursuivons ce soir la lecture de Albertine disparue de Marcel Proust. Nous terminons ce soir le chapitre 1er. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag VBN tout au long de la lecture. Je m'étais donc représenté la maison où habitait Albertine, comme ne pouvant posséder ni hangar, ni salon ? Non, je ne me l'étais pas représenté du tout, ou comme un lieu vague. J'avais souffert une première fois quand s'était individualisé géographiquement le lieu où elle était, quand j'avais appris qu'au lieu d'être dans 2 ou 3 endroits possibles, elle était en Touraine. Ces mots de son concierge avaient marqué dans mon cœur, comme sur une carte, la place où il fallait enfin souffrir. Mais une fois habituée à cette idée qu'elle était dans une maison de Touraine, je n'avais pas vu la maison. Jamais ne m'était venue à l'imagination cette affreuse idée de salon, de hangar, de couloir, qui me semblait maintenant, face à moi, sur la rétine de Saint-Loup qui les avait vus, ces pièces dans lesquelles Albertine allait, passait, vivait, ces pièces-là, en particulier et non une infinité de pièces possibles, qui s'étaient détruites l'une l'autre. Avec les mots de hangar, de couloir, de salon, ma folie m'apparut d'avoir laissé Albertine 8 jours dans ce lieu maudit, dont l'existence, et non la simple possibilité, venait de m'être révélée. Hélas, quand Saint-Loup me dit aussi que dans ce salon, il avait entendu chanter à tue-tête d'une chambre voisine et que c'était Albertine qui chantait, je compris avec désespoir qu'Albertine, débarrassée enfin de moi, était heureuse. Elle avait reconquis sa liberté, et moi qui pensais qu'elle allait venir prendre la place d'André. Lâchée de nouveau, ayant quitté la cage d'où chez moi je restais des jours entiers sans la faire venir dans ma chambre, elle avait repris pour moi toute sa valeur. Elle était redevenue celle que tout le monde suivait, l'oiseau merveilleux des premiers jours. Ma douleur se changea en colère contre Saint-Loup. C'est tout ce que je t'avais demandé d'éviter, qu'elle sût que tu venais. Si tu crois que c'était facile, on m'avait assuré qu'elle n'était pas là. Enfin, résumons-nous. Pour la question d'argent, je ne sais que te dire. J'ai parlé à une femme qui m'a paru si délicate que je craignais de la froisser. Or, elle n'a pas fait ouf quand je lui ai parlé de l'argent. Même, un peu plus tard, elle m'a dit qu'elle était touchée de voir que nous nous comprenions si bien. Pourtant, tout ce qu'elle a dit ensuite était si délicat, si élevé, qu'il me semblait impossible qu'elle eût dit pour l'argent que je lui offrais, nous nous comprenions si bien. Car au fond, j'agissais en mufle. Mais peut-être n'a-t-elle pas compris, elle n'a peut-être pas entendu, tu aurais dû lui répéter, car c'est cela sûrement qui aurait fait tout réussir. Mais comment veux-tu qu'elle n'ait pas entendu ? Je le lui ai dit comme je te parle là, elle n'est ni sourde ni folle. Et elle n'a fait aucune réflexion ? Aucune. Tu aurais dû lui redire une fois. Comment voulais-tu que je lui redise ? Dès qu'en entrant j'eus vu l'air qu'elle avait, je me suis dit que tu t'étais trompée, que tu me faisais faire une immense gaffe, et c'était terriblement difficile de lui offrir cet argent ainsi. Je l'ai fait pourtant pour t'obéir, persuadée qu'elle allait me mettre dehors. Mais elle ne l'a pas fait. Donc, ou elle n'avait pas entendu et il fallait recommencer, ou vous pouviez continuer sur ce sujet. Tu dis, elle ne l'avait pas entendu, parce que tu es ici, mais je te répète, si tu avais assisté à notre conversation, il n'y avait aucun bruit, je l'ai dit brutalement. Il n'est pas possible qu'elle n'ait pas compris. Mais enfin, elle est bien persuadée que j'ai toujours voulu épouser sa nièce. Non, ça, si tu veux mon avis, elle ne croyait pas que tu eusses du tout l'intention de l'épouser. Elle m'a dit que tu avais dit toi-même à sa nièce que tu voulais la quitter. Je ne sais même pas si maintenant elle est bien persuadée que tu veuilles épouser. Ceci me rassurait un peu, en me montrant que j'étais moins humiliée, donc plus capable d'être encore aimée, plus libre de faire une démarche décisive. Pourtant, j'étais tourmentée. Je suis ennuyée parce que je vois que tu n'es pas content. Si, je suis touchée, reconnaissant de ta gentillesse, mais il semble que tu aurais pu... J'ai fait de mon mieux. Un autre n'eût pu faire davantage ni même autant. Essaye d'un autre.
Mais non, justement, si j'avais su, je ne t'aurais pas envoyé. Mais ta démarche avortée m'empêche d'en faire une autre. » Je lui faisais des reproches. Il avait cherché à me rendre service et n'avait pas réussi. Saint-Loup, en s'en allant, avait croisé des jeunes filles qui entraient. J'avais déjà fait souvent la supposition qu'elle connaissait des jeunes filles dans le pays. C'est la première fois que j'en ressentais la torture. Il faut vraiment croire que la nature a donné à notre esprit de sécréter un contrepoison naturel qui annihile les suppositions que nous faisons à la fois sans trêve et sans danger. Mais rien ne m'immunisait contre ces jeunes filles que Saint-Loup avait rencontrées. Mais tous ces détails, n'était-ce pas justement ce que j'avais cherché à obtenir de chacun sur Albertine? N'était-ce pas moi qui, pour les connaître plus précisément, avait demandé à Saint-Loup, rappelé par son colonel, de passer coûte que coûte chez moi? N'était-ce donc pas moi qui les avais souhaités, moi, ou plutôt ma douleur affamée, avide de croître et de se nourrir d'eux? Enfin, Saint-Loup m'avait dit avoir eu la bonne surprise de rencontrer tout près de là, seule figure de connaissance et qui lui avait rappelé le passé, une ancienne amie de Rachel, une jolie actrice qui villégiaturait dans le voisinage. Et le nom de cette actrice suffit pour que je me dise « c'est peut-être avec celle-là ». Cela suffisait pour que je me visse. Dans les bras, même d'une femme que je ne connaissais pas, Albertine souriante et rouge de plaisir. Et au fond, pourquoi cela n'eût-il pas été? M'étais-je fait faute de penser à des femmes depuis que je connaissais Albertine? Le soir où j'avais été pour la première fois chez la princesse de Guermantes, quand j'étais rentrée, n'était-ce pas beaucoup moins en pensant à cette dernière qu'à la jeune fille dont Saint-Loup m'avait parlé et qui allait dans les maisons de passe, et à la femme de chambre de Madame Putbus? N'était-ce pas pour cette dernière que j'étais retournée à Balbec? Plus récemment, j'avais bien eu envie d'aller à Venise. Pourquoi Albertine n'eut-elle pas envie d'aller en Touraine? Seulement, au fond, je m'en apercevais maintenant. Je ne l'aurais pas quittée, je ne serais pas allée à Venise. Même, au fond de moi-même, tout en me disant « je la quitterai bientôt ». Je savais que je ne la quitterais plus, tout aussi bien que je savais que je ne me mettrais plus à travailler, ni à vivre d'une vie hygiénique. Enfin tout ce que chaque jour, je me promettais pour le lendemain. Seulement, quoi que je crusse au fond, j'avais trouvé plus habile de la laisser vivre sous la menace d'une perpétuelle séparation. Et sans doute, grâce à ma détestable habileté, je l'avais trop bien convaincue. En tout cas, maintenant, cela ne pouvait pas durer ainsi. Je ne pouvais pas la laisser en Touraine avec ces jeunes filles, avec cette actrice. Je ne pouvais pas supporter l'idée de cette vie qui m'échappait. J'attendrais sa réponse à ma lettre. Si elle faisait le mal, hélas, un jour de plus ou de moins ne faisait rien. Et peut-être je me le disais parce que, n'ayant plus l'habitude de me faire rendre compte de chacune de ces minutes, dont une seule où elle eût été libre m'eût affolée, ma jalousie n'avait plus la même division du temps. Mais aussitôt sa réponse reçue, si elle ne revenait pas, j'irais la chercher. De gré ou de force, je l'arracherais à ses amis. D'ailleurs, ne valait-il mieux pas que j'y allasse moi-même, maintenant que j'avais découvert la méchanceté, jusqu'ici insoupçonnée de moi, de Saint-Loup? Qui sait s'il n'avait pas organisé tout un complot pour me séparer d'Albertine? Est-ce parce que j'avais changé? Est-ce parce que je n'avais pu supposer, alors que des causes naturelles m'amèneraient un jour à cette situation exceptionnelle? Mais comme j'aurais menti maintenant si je lui avais écrit, comme je le lui disais à Paris, que je souhaitais qu'il ne lui arrivât aucun accident. Ah, s'il lui en était arrivé un, ma vie, au lieu d'être à jamais emprisonnée par cette jalousie incessante, aussitôt eût retrouvé sinon le bonheur, du moins le calme, par la suppression de la souffrance. La suppression de la souffrance. Ai-je jamais pu vraiment le croire? Croire que la mort ne fait que biffer ce qui existe et laisser le reste en état, qu'elle enlève la douleur dans le cœur de celui pour qui l'existence de l'autre n'est plus qu'une cause de douleur, qu'elle enlève la douleur et n'y met rien à la place? La suppression de la douleur.
parcourant les faits divers des journaux, je regrettais de ne pas avoir le courage de former le même souhait que Swann. Si Albertine avait pu être victime d'un accident, vivante, j'aurais eu un prétexte pour courir auprès d'elle. Morte, juste retrouvée, comme disait Swann, la liberté de vivre. Je le croyais ? Il l'avait cru, cet homme, si fin et qui croyait se bien connaître. Comme on sait peu ce qu'on a dans le cœur. Comme un peu plus tard, s'il avait été encore vivant, j'aurais pu lui apprendre que son souhait, autant que criminel, était absurde, que la mort de celle qu'il aimait ne l'eût délivré de rien. Je laissais toute fierté vis-à-vis d'Albertine, je lui envoyais un télégramme désespéré lui demandant de revenir à n'importe quelle condition, qu'elle ferait tout ce qu'elle voudrait, que je demandais seulement à l'embrasser une minute, 3 fois par semaine, avant qu'elle se couche. Et elle lui dit, une fois seulement, que j'eusse accepté une fois. Elle ne revint jamais. Mon télégramme venait de partir que j'en reçus un. Il était de Madame Bontemps. Le monde n'est pas créé une fois pour toutes, pour chacun de nous. Il s'y ajoute au cours de la vie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah, ce ne fut pas la suppression de la souffrance que produisirent en moi les 2 premières lignes du télégramme. Mon pauvre ami, notre petite Albertine n'est plus. Pardonnez-moi de vous dire cette chose affreuse, vous qui l'aimiez tant. Elle a été jetée par son cheval contre un arbre pendant une promenade qu'elle faisait au bord de la Vivonne. Tous nos efforts n'ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte à sa place ? Non, pas la suppression de la souffrance, mais une souffrance inconnue, celle d'apprendre qu'elle ne reviendrait pas. Mais ne m'étais-je pas dit plusieurs fois qu'elle ne reviendrait peut-être pas ? Je me l'étais dit en effet, mais je m'apercevais maintenant que pas un instant je ne l'avais cru. Comme j'avais besoin de sa présence, de ses baisers, pour supporter le mal que me faisaient mes soupçons, j'avais pris depuis Balbec l'habitude d'être toujours avec elle. Même quand elle était de sortie, quand j'étais seule, je l'embrassais encore. J'avais continué depuis qu'elle était en voyage. J'avais moins besoin de sa fidélité que de son retour. Et si ma raison pouvait impunément le mettre quelquefois en doute, mon imagination ne cessait pas un instant de me le représenter. Instinctivement, je passais ma main sur mon cou, sur mes lèvres, qui se voyaient embrassées par elle depuis qu'elle était partie, et qui ne le seraient jamais plus. Je passais ma main sur eux, comme maman m'avait caressé à la mort de ma grand-mère, en me disant « Mon pauvre petit, ta grand-mère, qui t'aimait tant, ne t'embrassera plus. » Ces mots, au bord de la Vivonne, ajoutaient quelque chose de plus atroce à mon désespoir. Car cette coïncidence qu'elle m'eût dit dans le petit tram qu'elle était amie de mademoiselle Vinteuil et que l'endroit où elle était depuis qu'elle m'avait quittée et où elle avait trouvé la mort fut le voisinage de Montjouvin, cette coïncidence ne pouvait être fortuite. Un éclair jacillait entre ce Montjouvin raconté dans le chemin de fer et cette Vivonne involontairement avouée dans le télégramme de Madame Bontemps. Et c'était donc le soir où j'étais allée chez les Verdurins, le soir où je lui avais dit vouloir la quitter, qu'elle m'avait menti. Toute ma vie à venir se trouvait arrachée de mon cœur. Ma vie à venir ? Je n'avais donc pas pensé quelquefois à la vivre sans Albertine, mais non. Depuis longtemps, je lui avais donc voué toutes les minutes de ma vie jusqu'à ma mort, mais bien sûr. Cet avenir indissoluble d'elle, je n'avais pas su l'apercevoir, mais maintenant qu'il venait d'être décelé, je sentais la place qu'il tenait dans mon cœur béant. Françoise, qui ne savait encore rien, entra dans ma chambre. D'un air furieux, je lui criai. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, il y a quelquefois des mots qui mettent en réalité différente à la même place que celle qui est près de nous. Ils nous étourdissent tout autant qu'un vertige. Monsieur n'a pas besoin d'avoir l'air fâché. Il va être au contraire bien content. Ce sont 2 lettres de mademoiselle Albertine. Je sentis, après, que j'avais dû avoir les yeux de quelqu'un dont l'esprit perd l'équilibre. Je ne fus même pas heureux ni incrédule. J'étais comme quelqu'un qui voit la même place de sa chambre occupée par un canapé et par une grotte. Rien ne lui paraissait plus réel, il tombe par terre, les 2 lettres d'Albertine avaient dû être écrites,
avait dû être écrite peu de temps avant la promenade où elle était morte. La première disait « Mon ami, je vous remercie de la preuve de confiance que vous me donnez en me disant votre intuition de faire venir André chez vous. Je suis sûre qu'elle acceptera avec joie et je crois que ce sera très heureux pour elle. Douée comme elle saura profiter de la compagnie d'un homme tel que vous et de l'admirable influence que vous savez prendre sur un être. Je crois que vous avez là une idée d'où peut naître autant de bien pour elle que pour vous. Aussi, si elle faisait l'ombre d'une difficulté, ce que je ne crois pas, télégraphiez-moi, je me charge d'agir sur elle. » La seconde était datée d'un jour plus tard. En réalité, elle avait dû les écrire à peu d'instants l'une de l'autre, peut-être ensemble, et antidater la première. Car tout le temps j'avais imaginé dans l'absurde ses intentions, qui n'avaient été que de revenir auprès de moi, et que quelqu'un de désintéressé dans la chose, un homme sans imagination, le négociateur d'un traité de paix, le marchand qui examine une transaction, eussent mieux jugé que moi. Elle ne contenait que ces mots. « Serait-il trop tard pour que je revienne chez vous ? Si vous n'avez pas encore écrit à André, consentiriez-vous à me reprendre ? Je m'inclinerai devant votre décision. Je vous supplie de ne pas tarder à me la faire connaître. Vous pensez avec quelle impatience je l'attends. Si c'était que je revienne, je prends le train immédiatement. De tout cœur à vous, Albertine. » Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tuée non seulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n'y avait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps, ne nous apparaissant que par minutes successives. Il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Grande faiblesse sans doute pour un être de consister en une simple collection de moments, grande force aussi, il relève de la mémoire et de la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vit encore et avec lui l'être qui s'y profilait. Et puis cet émiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Pour me consoler, ce n'est pas une, c'est d'innombrables Albertines que j'aurais dû oublier. Quand j'étais arrivée à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci, c'était à recommencer avec une autre, avec 100 autres. Alors ma vie fut entièrement changée. Ce qui en avait fait, et non à cause d'Albertine, parallèlement à elle, quand j'étais seule, la douceur, c'était justement à l'appel de moments identiques, la perpétuelle renaissance de moments anciens. Par le bruit de la pluie m'était rendue l'odeur des lilas de Combray. Par la mobilité du soleil sur le balcon, les pigeons des Champs-Élysées, par l'assourdissement des bruits dans la chaleur de la matinée, la fraîcheur des cerises, le désir de la Bretagne ou de Venise, par le bruit du vent et le retour de Pâques. L'été venait, les jours étaient longs, il faisait chaud. C'était le temps où de grands matins, élèves et professeurs vont dans les jardins publics préparer les derniers concours sous les arbres, pour recueillir la seule goutte de fraîcheur que laisse tomber un ciel moins enflammé que dans l'ardeur du jour, mais déjà aussi stérilement pur. De ma chambre obscure, avec un pouvoir d'évocation égal à celui d'autrefois, mais qui ne me donnait plus que de la souffrance, je sentais que dehors, dans la pesanteur de l'air, le soleil déclinant mettait sur la verticalité des maisons, des églises, un fauve badigeon. Et si Françoise, en revenant, dérangeait sans le vouloir les plis des grands rideaux, j'étouffais un cri à la déchirure que venait de faire en moi ce rayon de soleil, ancien, qui m'avait fait paraître belle la façade neuve de Briqueville l'Orgueilleuse, quand Albertine m'avait dit « Elle est restaurée ». Ne sachant comment expliquer mon soupir à Françoise, je lui disais « Ah, j'ai soif ». Elle sortait, rentrait, mais je me détournais violemment. Sous la décharge douloureuse d'un des 1000 souvenirs invisibles qui à tout moment éclataient autour de moi dans l'ombre,
Je venais de voir qu'elle avait apporté du cidre et des cerises. Ce cidre et ces cerises qu'un garçon de ferme nous avait apportés dans la voiture, à Balbec, espèces sous lesquelles j'aurais communié le plus parfaitement, jadis, avec l'arc-en-ciel des salles à manger obscures par les jours brûlants. Alors je pensais pour la première fois à la ferme des Écores, et je me dis que certains jours où Albertine me disait à Balbec ne pas être libre, être obligée de sortir avec sa tante, elle était peut-être avec telle de ses amies, dans une ferme où elle savait que je n'avais pas mes habitudes, et où pendant qu'à tout hasard, je m'attardais à Marie-Antoinette, où on m'avait dit « Nous ne l'avons pas vue aujourd'hui ». Elle usait avec son amie des mêmes mots qu'avec moi quand nous sortions tous les deux. Il n'aura pas l'idée de nous chercher ici, et comme cela, nous ne serons pas dérangés. Je disais à Françoise de refermer les rideaux pour ne plus voir ce rayon de soleil. Mais il continuait à filtrer, aussi corrosif, dans ma mémoire. Elle ne me plaît pas, elle est restaurée, mais nous irons demain à Saint-Martin-le-Vêtu, après-demain demain, après-demain. C'était un avenir de vie commune, peut-être pour toujours, qui commençait. Mon cœur s'élance vers lui, mais il n'est plus là. Albertine est morte. Je demandai l'heure à Françoise. 6 heures. Enfin, Dieu merci, allait disparaître cette lourde chaleur dont autrefois je me plaignais avec Albertine et que nous aimions tant. La journée prenait fin, mais qu'est-ce que j'y gagnais? La fraîcheur du soir se levait, c'était le coucher du soleil. Dans ma mémoire, au bout d'une route que nous prenions ensemble pour entrer, je l'apercevais, plus loin que le dernier village, comme une station distante, inaccessible pour le soir même où nous nous arrêtions à Balbec, toujours ensemble. Ensemble alors. Maintenant, il fallait s'arrêter court devant ce même abîme. Elle était morte. Ce n'était plus assez de fermer les rideaux. Je tâchais de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire pour ne pas revoir cette bande orangée du couchant, pour ne pas entendre ces invisibles oiseaux qui se répondaient d'un arbre à l'autre, de chaque côté de moi qui m'embrassait alors si tendrement, celle qui maintenant était morte. Je tâchais d'éviter ces sensations que donne l'humidité des feuilles dans le soir, la montée et la descente des routes en dos d'âne. Mais déjà ces sensations m'avaient ressaisie, ramenée assez loin du moment actuel, afin qu'eût tout le recul, tout l'élan nécessaire pour me frapper de nouveau, l'idée qu'Albertine était morte. Jamais je n'entrerai plus dans une forêt, je ne me promènerai plus entre les arbres. Mais les grandes plaines ne seraient-elles moins cruelles? Que des fois j'avais traversé pour aller chercher Albertine. Que de fois j'avais repris au retour avec elle la grande plaine de Criqueville, tantôt par des temps brumeux, où l'inondation du brouillard nous donnait l'illusion d'être entourés d'un lac immense, tantôt par des soirs limpides, où le clair de lune, dématérialisant la terre, le faisant paraître à 2 pas céleste comme elle n'est pendant le jour que dans les lointains, enfermait les champs, les bois avec le firmament auquel il les avait assimilés, dans l'agate arborisée d'un seul azur. Françoise devait être heureuse de la mort d'Albertine, et il faut lui rendre la justice, que par une sorte de convenance et de tact, elle ne simulait pas la tristesse. Mais les lois non écrites de son antique code et de sa tradition de paysanne médiévale qui pleure comme aux chansons de geste étaient plus anciennes que sa haine d'Albertine et même de Laly. Aussi, une de ces fins d'après-midi-là, comme je ne cachais pas assez rapidement ma souffrance, elle aperçut mes larmes, servie par son instinct d'ancienne petite paysanne qui autrefois lui faisait capturer et faire souffrir les animaux. N'éprouver que de la gaieté à étrangler les poulets et à faire cuivre vivant les homards, et quand j'étais malade à observer, comme les blessures qu'elle eut infligées à une chouette, ma mauvaise mine qu'elle annonçait ensuite sur un ton funèbre et comme un présage de malheur. Mais son coutumier de Combray ne lui permettait pas de prendre légèrement les larmes, le chagrin, chose qu'elle jugeait comme aussi funeste que d'ôter sa flanelle ou de manger à contre-cœur. « Oh non, monsieur, il ne faut pas pleurer comme cela vous ferait du mal. » Et en voulant arrêter mes larmes, elle avait l'air aussi inquiet que si c'eût été des flots de sang. Malheureusement,
Je pris un air froid qui coupa court aux effusions qu'elle espérait et qui, du reste, eussent peut-être été sincères. Il en était peut-être pour elle d'Albertine comme de Laly. Et maintenant que mon amie ne pouvait plus tirer de moi aucun profit, Françoise avait-elle cessé de la haïr? Elle tint à montrer pourtant qu'elle se rendait bien compte que je pleurais et que, suivant seulement le funeste exemple des miens, je ne voulais pas faire voir. « Il ne faut pas pleurer, monsieur », me dit-elle d'un ton cette fois plus calme. Et plutôt pour me montrer sa clairvoyance que pour me témoigner sa pitié. Et elle ajouta: « Ça devait arriver. Elle était trop heureuse. La pauvre, elle n'a pas su connaître son bonheur. » Que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurés de l'été. Un pâle fantôme de la maison d'en face continuait indéfiniment à aquareller sur le ciel sa blancheur persistante. Enfin, il faisait nuit dans l'appartement. Je me cognais au meuble de l'antichambre, mais dans la porte de l'escalier, au milieu du noir que je croyais total, la partie vitrée était translucide et bleue, d'un bleu de fleurs, d'un bleu d'ailes d'insectes, d'un bleu qui m'eût semblé beau si je n'avais senti qu'il était un dernier reflet, coupant comme un acier, un coup suprême que dans sa cruauté infatigable me portait encore le jour. L'obscurité complète finissait pourtant par venir, mais alors il suffisait d'une étoile vue à côté de l'arbre, de la cour pour me rappeler nos départs en voiture, après le dîner, pour les bois de Chantepie, tapissés par le clair de lune. Et même dans les rues, il m'arrivait d'isoler sur le dos d'un banc, de recueillir la pureté naturelle d'un rayon de lune au milieu des lumières artificielles de Paris sur lequel il faisait régner, en faisant rentrer un instant pour mon imagination, la ville dans sa nature. Avec le silence infini des chants évoqués, le souvenir douloureux des promenades que j'y avais faites avec Albertine. Ah, quand la nuit finirait-elle? Mais à la première fraîcheur de l'aube, je frissonnais, car celle-ci avait ramené en moi la douceur de cet été où de Balbec à Incarville, d'Incarville à Balbec, nous nous étions tant de fois reconduits l'un l'autre jusqu'au petit jour. Je n'avais plus qu'un espoir pour l'avenir, espoir bien plus déchirant qu'une crainte. C'était d'oublier Albertine. Je savais que je l'oublierais un jour. J'avais bien oublié Gilberte, Madame de Guermantes. J'avais bien oublié ma grand-mère. Et c'est notre plus juste et plus cruel châtiment de l'oubli si total, paisible comme ceux des cimetières, par quoi nous nous sommes détachés de ceux que nous n'aimons plus, que nous entrevoyons ce même oubli comme inévitable à l'égard de ceux que nous aimons encore. À vrai dire, nous savons qu'il est un état non douloureux, un état d'indifférence. Mais ne pouvant penser à la fois à ce que j'étais et à ce que je serais, je pensais avec désespoir à tout ce tégument de caresses, de baisers, de sommeils amis, dont il faudrait bientôt me laisser dépouiller pour jamais. L'élan de ces souvenirs, si tendres, venant se briser contre l'idée qu'elle était morte, m'oppressait par l'entrechoc de flux si contrariés que je ne pouvais rester immobile. Je me levais, mais tout d'un coup je m'arrêtais, terrassée. Le même petit jour que je voyais au moment où je venais de quitter Albertine, encore radieux et chaud de ses baisers, venait tirer au-dessus des rideaux sa lame maintenant sinistre, dont la blancheur froide, implacable et compacte, me donnait comme un coup de couteau. Bientôt les bruits de la rue allaient commencer, permettant de lire à l'échelle qualitative de leur sonorité le degré de la chaleur sans cesse accrue où ils retentiraient. Mais dans cette chaleur, qui quelques heures plus tard s'imbiberait de l'odeur des cerises, ce que je trouvais, comme dans un remède que le remplacement d'une des parties composantes par une autre suffit pour rendre, d'un euphorique et d'un excitatif qu'il était, un déprimant, ce n'était plus le désir des femmes, mais l'angoisse du départ d'Albertine. Nous arrêtons là ce soir pour cette lecture, pour la première partie d'Albertine disparue de Marcel Proust. Merci d'avoir été avec nous sur D8. Bonne nuit à ceux qui se couchent et très bonne journée à ceux qui se lèvent. À bientôt.